Bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, notre webinaire intitulé Les métiers du numérique, où sont les femmes, proposé par le cycle Women and Digital de l'Institut Genov+. L'Institut Genov+ est le do tank et think tank des grandes écoles qui existent depuis plus de 25 ans. Avec Frédéric Loh, ici présent, et moi-même, Sarah Yar-Mohammadi, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette conférence. Nos panélistes, donc Samia Gozlan, directrice de la Grande École du Numérique, avec la présence de 3 entreprises, donc Céline Barthélémy, directrice générale déléguée aux opérations de Exacis Netlit, Marine Couda, responsable RH, engagement et organisation à Prisma Media, et Gérald Carsanti, président SAP France, et Virginie Broncy, fondatrice de Potager d'à côté, qui va témoigner de son parcours de reconversion. Évidemment, à la fin, la séance de questions-réponses. Bien, donc vous êtes aujourd'hui peut-être avec nous pour cette 2e édition. Donc sans tarder, je vais passer la parole donc, à notre keynote. Chaque intervenant va prendre la parole pour son temps d'intervention. Évidemment, n'hésitez pas tout au long de ce temps de webinaire de poser vos questions sur la fenêtre de chat prévue à cet effet pour poser vos questions. Samia, je vous passe la parole pour ouvrir cette conférence concernant à la fois votre rôle de directrice de la Grande École du Numérique, mais aussi votre rôle au sein du réseau de Cyberel. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Samia Gozlan. Je suis effectivement directrice de la Grande École du Numérique, qui est une initiative innovante portée par une politique publique volontariste en France. Je suis aussi effectivement présidente du réseau Cyberel, qui est un réseau de femmes du digital, un des plus vieux, plus anciens réseaux, puisque l'initiative a démarré en 1999, donc autant parler du web. Le web même 2.0 n'existait pas. Je suis ravie de participer à ce webinaire sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le sujet de la mixité dans le numérique. Comme vous le savez, c'est une longue histoire qui a débuté il y a très longtemps, peut-être un peu plus de 2 siècles, si on regarde un petit peu les premières femmes qui ont marqué cette histoire de ce qu'on appelait l'informatique à un moment. C'est une histoire qui a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, nous vivons dans une période où la sous-représentation des femmes dans le secteur du digital nous interpelle. Elle nous interpelle sur plusieurs niveaux, parce que ce secteur est particulièrement attractif, porteur d'opportunités numériques et d'opportunités professionnelles, et les femmes y restent minoritaires, alors que la digitalisation de l'économie se retrouve partout, dans tous les secteurs, quelles que soient les entreprises, qu'elles soient du secteur marchand, non marchand, public ou privé. C'est à la fois pour moi un enjeu économique et sociétal qu'il faudra nous tous essayer d'adresser, que nous tous nous essayons d'adresser à notre niveau de responsabilité. Alors, je vais commencer par quelques chiffres clés. Pour ceux qui sont autour de la table et du panel, je pense que vous les connaissez, mais pour peut-être ceux qui connaissent moins bien ce secteur et puis la représentativité ou pas des femmes, c'est des chiffres quand même qui nous interpellent. Partout dans le monde, il y a une sous-représentation des femmes dans le secteur digital. En France, en 2019, le secteur numérique représente 6% du PIB français, soit quelques 150 milliards d'euros, en prenant en compte à la fois les constructeurs de matériel, les sociétés de services, les éditeurs de logiciels informatiques et les fournisseurs de réseaux télécoms. Si on compare ce secteur digital tel qu'il est défini au secteur, par exemple, des banques et des assurances, celui-ci représente 105 milliards d'euros. Et le secteur de l'aéronautique, qui est bien en 3e, représente 65 milliards d'euros. Donc, on a un secteur numérique qui est vraiment extrêmement important, 6% du PIB, 150 milliards d'euros en France. Si on regarde un petit peu comment les femmes contribuent à ce secteur, on reprend l'étude du journal du Net et on note qu'aucune grande entreprise du numérique n'emploie plus de 30% de femmes. Dans certains cas, dans le numérique.
Dans certains cas, la proportion descend jusqu'à 20%. Et cette tendance est aussi constatée au niveau de l'Union européenne, puisque si 57% des femmes, de l'ensemble des femmes diplômées de l'enseignement supérieur sont des femmes, si 50% de l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur en Europe sont des femmes, seulement 25% ont obtenu un diplôme dans les filières du numérique. Et 13% de ces diplômes travaillent dans le secteur numérique, c'est-à-dire que les femmes obtiennent des diplômes dans le secteur numérique, mais n'y restent pas. En outre, si on regarde le niveau hiérarchique des femmes dans le numérique, on note que plus il y a des responsabilités, moins il y a de femmes. Seulement 18% des responsables sont des femmes, selon l'étude réalisée par l'organisation AnitaB.org en 2019. Et quand on regarde du côté des États-Unis, donc on passe de l'Europe aux États-Unis, donc ce pays représente 83% de la capitalisation boursière des entreprises de numérique et arrive en tête des investissements mondiaux. Et si on regarde au niveau de la Silicon Valley, le fief de la tech mondiale, seuls 13% des femmes accèdent à des postes de management dans les entreprises technologiques. Et les entrepreneuses ne dépassent guère les 7%. En fait, les femmes entrepreneuses dans la tech se heurtent à des barrières lorsqu'elles lancent leur start-up. Selon le baromètre mis en place par Sista, les start-up fondées par les femmes n'ont levé que 2% des investissements depuis 2008. Et seuls 5% des startups françaises fondées par une équipe 100% féminine, on retrouve uniquement 5% des startups françaises qui sont fondées par des femmes. De même, seuls 10% auraient une équipe fondatrice réunissant à la fois des hommes et des femmes. Nous retrouvons aussi ce manque de mixité du côté des investisseurs. Plus de la moitié des fonds d'investissement français n'ont pas une seule femme dans leur équipe en tant que partenaire. Et ces fonds n'ont en moyenne que 14% des associés. En revanche, élément extrêmement intéressant selon l'étude du Boston Consulting Group, les startups fondées par les femmes ont un meilleur rendement. Pour $1 investi, les fonds récupèrent 0,78 centimes pour une start-up féminine contre 0,32 centimes pour une start-up fondée par des hommes. Mais cette sous-représentation du numérique donc, est vraiment quelque chose qui on le voit, traverse tous les pans de l'économie et traverse effectivement tous les pays, que ce soit au niveau européen ou au niveau mondial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Comment, une fois qu'on a fait ce constat avec ces chiffres, comment rendre le secteur numérique plus mixte? En fait, cette sous-représentation des femmes dans le secteur du numérique a un coût à la fois en termes économiques et représente vraiment une régression sociétale et porte des inégalités. Aujourd'hui, le secteur numérique est l'un des moteurs de l'économie, avec des entreprises qui connaissent des croissances importantes et qui transforment notre société. On sait très bien que l'emploi dans le numérique progresse plus rapidement, 2,5 fois plus vite que les autres secteurs. En exclure les femmes devient vraiment dommageable. Cela les priverait d'opportunités d'emploi dans un secteur en forte croissance, avec des statuts plus stables, des perspectives de carrière beaucoup plus intéressantes et correctement, pour ne pas dire fortement rémunérées. Du point de vue économique, la Commission européenne, selon la Commission européenne, si les femmes occupaient autant d'emplois que les hommes dans le numérique, il s'en suivrait un gain de 9 milliards d'euros par an pour le PIB européen. Quant à la France, si jamais elle arrivait à assurer la parité du numérique, cela générerait 10% du PIB supplémentaire d'ici à 2025, selon l'étude de McKinsey. Donc aujourd'hui, on fait face à plusieurs éléments qui font qu'on a cette sous-représentation. Le premier élément, c'est la question des stéréotypes qui sont liés à la fois au genre, qui sont ancrés dans notre inconscient collectif, dans nos croyances sociales et culturelles, et avec une conviction sur l'inaptitude des femmes en matière scientifique. Je vais juste raconter une petite anecdote. J'ai une grande fille qui a 17 ans, qui est en terminale, et sa prof, une de ses profs, s'adresse à eux en disant « Je vais faire un dessin, comme ça les filles comprendraient mieux ».
Donc voilà, si on est aujourd'hui en 2020 avec des enseignants de matières scientifiques qui lancent ce genre de remarques, vous imaginez qu'on est encore loin de la disparition de ces croyances et de ces stéréotypes. Pour moi, il faut agir sur plusieurs fronts. Il n'y a pas de solution unique et je pense que tous nous sommes convaincus que tous nous faisons cela. D'abord, il faut agir au niveau de l'école, au sens large, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, les écoles d'ingénieurs, même en termes de formation continue, qui est quand même un petit peu le secteur de la grande école du numérique. Il faut agir au niveau des médias pour lutter contre les stéréotypes et permettre à plus de femmes de prendre la parole, d'être expertes au sein d'un panel, d'une discussion, d'un échange. Vous le savez tous, les femmes ont disparu ces derniers temps avec la crise sanitaire des médias. On voit la plupart des hommes qui prennent la parole en tant qu'experts, la plupart des personnes qui prennent la parole en tant qu'experts sont majoritairement des hommes. Donc, les stratégies de recrutement, c'est le troisième élément des entreprises, qu'elles soient du secteur privé, public, et pas uniquement du secteur numérique, puisque nous le savons, nous le vivons, le digital est maintenant présent dans tous les secteurs d'activité économique. Et puis, il faut agir au niveau des États et des gouvernements dans une logique d'une politique publique volontariste en faveur d'une mixité dans ce secteur. Donc, pour moi, il y a quatre éléments, 4 points francs sur lesquels on peut agir. Je vais juste décliner quelques idées concernant chacun de ces fronts. Par exemple, l'école a un rôle pour démystifier la technologie et casser cette dichotomie. Les garçons, les métiers techniques, aux filles, les métiers plus liés aux soins qui nécessitent, soi-disant, une empathie qui est naturelle chez elles. On l'a noté, par exemple, l'apprentissage du code dès l'école primaire, par exemple via Minecraft, montre que les petites filles sont tout autant intéressées et compétentes que leurs camarades garçons. Et que le code peut, par exemple, être un outil social qui permet de créer avec les autres, et cela quel que soit son genre. Et puis, on a des initiatives qui sont aussi très intéressantes, que nous, on soutient, par exemple, comme Science Factor, qui est un concours qui va viser à l'émergence de projets d'idées d'innovation citoyenne avec une participation égale des filles et des garçons en prenant appui sur les réseaux sociaux. Et ce concours qui s'adresse depuis maintenant, je crois, 8 ans à des élèves francophones, de la 6e à la terminale, et même à des niveaux équivalents des élèves scolarisés dans les filières professionnelles ou à l'étranger. Récemment, on a une filière sciences et numériques et technologies qui a été ouverte au lycée. Enfin, récemment, ça fait la 3e année là, donc ça fait 2 ans. L'objectif, c'est que les filles se sentent plus légitimes à poursuivre dans ce cursus, car aujourd'hui, on a 27% des étudiants dans les écoles d'ingénieurs, alors qu'elles sont majoritaires à obtenir le bac scientifique. Mais cette filière sciences du numérique et technologie, pour l'instant, on ne voit pas trop les résultats à venir, car à la rentrée 2019, il y avait exactement 2,6% des filles en classe de seconde qui avaient choisi la spécialité sciences du numérique versus 15,2% des garçons. Donc, le chemin est encore long. Et enfin, toutes les universités avec, on va dire, le côté tech et les grandes écoles d'ingénieurs doivent être plus inclusives et à travailler réellement. Elles le font. On a l'association Talents du numérique qui fait énormément de travail là-dessus, sur des campagnes de recrutement pour attirer les jeunes femmes dans leurs différents parcours. Il y a un objectif en France de la féminisation des études scientifiques comme une priorité avec un quota de 40% des filles dans cette filière scientifique. Mais je ne vois pas très bien comment on peut atteindre ce chiffre de 40% quand tout le monde nous dit on a 25, on a 26, on a 30. J'en parlerai tout à l'heure, mais la Grande École du numérique, tous les efforts qu'elle fait, elle est à 25 aujourd'hui, alors que l'objectif était de 30%. Toutes ces actions mises en œuvre montrent qu'elles peuvent éventuellement aider à inverser la tendance. Et je vais citer un ouvrage d'une chercheuse qui s'appelle Isabelle Collet, qui a publié récemment un livre qui s'appelle Les oubliés du numérique, qui nous explique qu'on peut inverser cette tendance par une volonté vraiment
politique très forte. Et là, c'était au niveau des universités. Nous citons deux exemples, une université en Norvège, une autre aux États-Unis. Et l'université de Carnegie Mellon en Pennsylvanie est passée au début des années 2000 de 7% à 40% d'étudiants dans la filière informatique. Comment ils ont fait ça? Ils ont complètement repensé le modèle de recrutement des jeunes filles, embauché plus d'enseignantes, plus d'assistantes, et ils ont mis en place des cours sur le genre, ont fait comprendre aux jeunes filles qu'elles avaient leur place et qu'elles étaient légitimes dans cette filière IT de cette université. En Norvège, c'est l'université de Trondheim qui est passée à 40% de femmes parmi les élèves en informatique, en ouvrant chaque année 30 places supplémentaires exclusivement réservées aux femmes. Ce quota, il a été vraiment transitoire. Alors pareil, 20 ans après, parce qu'elle a commencé en 2000, sa mise en œuvre, il n'a plus été nécessaire et ce quota a disparu maintenant. Donc les quotas en général en France suscitent vraiment beaucoup de méfiance et beaucoup de... Voilà, on a l'impression que c'est une discrimination positive qu'on n'apprécie pas beaucoup en France. Mais en l'occurrence, ces deux exemples montrent que l'instauration d'une politique de quotas vraiment démontre son efficacité. Et une fois l'objectif atteint, ou la mixité, en tout cas l'objectif de mixité atteint, les quotas peuvent tout simplement être supprimés. Ça peut être un mode opératoire transitoire. Concernant les médias et l'importance des femmes en rôle modèle, je pense que tout le monde a ça en tête, on en a parlé beaucoup, on en parle beaucoup, il faut continuer parce que les articles de presse, les programmes de télévision, les films au cinéma, tout cela participe à véhiculer de nombreux stéréotypes qui sont vraiment le reflet de notre société. Donner la parole à plus de femmes expertes dans les médias, avoir des séries, par exemple, de télévision où les femmes qui ont, on va dire, un profil tech ne sont pas une caricature de leur homologue caricaturé geek, avec le côté no life, par exemple la vieille série NCIS avec Abby, ou alors la série Esprit criminel avec Pénélope, vraiment, voilà, c'est tellement, le trait est tellement fort qu'on se pose la question des enjeux qu'il y a derrière ces séries-là. En France, la majorité des acteurs numériques, des médias, de l'éducation, les acteurs politiques s'accordent, par exemple, qu'aucune table ronde ne doit être organisée sans la présence d'une femme. Je sais que certains vraiment y œuvrent avec beaucoup de pugnacité parce qu'il n'y a pas de raison pour qu'on ne trouve pas un expert d'un tel sujet qui soit une femme, quoi. Les rôles modèles, quant à elles, sont une illustration la plus concrète et la plus convaincante et aussi la plus séduisante et la plus simple parce qu'on met en avant, on valorise des parcours d'exception avec des femmes d'exception. Et l'idée, c'est que les jeunes filles ou d'autres femmes se reconnaissent dans ces rôles modèles et se disent, bah, si elles ont réussi, pourquoi pas moi? Et donc, il y a de grandes campagnes de sensibilisation qui s'appuient sur des réseaux d'associations. Ben, vous avez cité le réseau CyberM, mais il n'y a pas que ça. Il y a des réseaux des entrepreneuses, des ingénieurs, femmes ingénieurs, femmes mathématiciennes, etc., qui vraiment travaillent à cette mise en valeur de parcours d'exception de femmes qui peuvent susciter, on va dire, l'envie à de plus jeunes à s'engager dans ces filières-là. Et on a aussi des campagnes de communication qui ont été faites dans le cadre, par exemple, de la Fondation Femmes Numérique. En France, on a aussi la journée de la femme digitale qui est organisée chaque année, qui a lancé un manifeste pour un monde digital inclusif et qui considère que le digital a le pouvoir d'accélérer l'égalité entre les hommes et les femmes. Troisième point, les entreprises. Les entreprises doivent aussi revoir leur stratégie de recrutement. Je sais que donc, il y a plusieurs entreprises qui vont prendre la parole après et je suis ravie de ça et j'aimerais bien les entendre sur ce point-là parce que toutes disent nous voulons des femmes, nous voulons plus de femmes. La mixité et la diversité sont des ingrédients indispensables à l'innovation, au développement.
Les recruteurs recherchent des compétences tech, mais attention, comment ils mettent en place ces processus de recrutement. Il faut être très vigilant, par exemple, à lutter contre les biais de genre lors des tests d'entrée et aussi à créer un cadre de travail accueillant, respectueux des femmes. Vous l'avez vu tout à l'heure dans les statistiques. Les femmes avec un diplôme technique ou d'ingénieur ne restent pas dans cette filière-là. Et une des raisons, quand on leur pose la question, c'est justement que le cadre de travail ne leur convient pas. À valoriser la diversité des parcours, effectivement, en France, on reste très ancré un ingénieur. Voilà, si on veut recruter quelqu'un avec un profil technique, on va privilégier des écoles d'ingénieurs ou des choses ou des universités. Peut-être que des parcours moins académiques moins, on va dire, typiques, peuvent être tout aussi intéressants. Et puis, dernier point, les entreprises doivent être vigilantes et je pense qu'il y a des indices d'égalité, mais après, il faut voir ce qu'il y a derrière, c'est qu'offrir des perspectives d'évolution et de promotion attractives, équivalentes pour les hommes et les femmes. Dont les intentions, aucune entreprise ne dira le contraire. Maintenant, dans les faits, comment concrètement cela s'opère, je pense que là-dessus, ça serait intéressant d'entendre des entreprises. Et dernier point, les États et leurs gouvernements, pour moi aussi, ont les moyens d'agir pour une meilleure politique dans le numérique. Et cela peut se faire via des actions de politique publique offensives. Par exemple, l'intégration justement de mesures coercitives au bilan des entreprises en ce qui concerne la parité et l'égalité salariale, au même titre que la responsabilité sociétale des entreprises, a permis d'obtenir des résultats. Donc voilà, on a un exemple concret. Pour finir, quelques mots sur la Grande École du numérique, qui, rappelons, est vraiment une initiative de politique publique. Nous, on agit pour une meilleure mixité dans le numérique depuis que la Grande École du numérique a été lancée en 2015. Et on a fédéré un réseau de 500 formations au métier du numérique qui sont accessibles à tous sans prérequis académiques, avec un label, le label GEN, et une subvention d'amorçage. Près de 47 millions d'euros ont été octroyés depuis 2016. L'objectif que nous avons à la Grande École du numérique, c'est de former 30% de femmes au sein des formations labellisées. Et en fin 2019, on a 4500 femmes qui ont pu bénéficier d'une forme de développement web, l'administration de réseau. Leur salaire suite à la formation est équivalent à celui des hommes et leurs profils sont très recherchés par les entreprises, justement, qui veulent inclure plus de diversité et de mixité dans les équipes tech. Alors, en conclusion, pour moi, la parité et la mixité dans le métier du digital, l'entrepreneuriat représente un véritable levier économique et d'innovation. Une faible représentation des femmes dans le digital prive l'économie et la société de leurs talents et de leur vision du monde. Et je suis convaincue que toutes et tous, nous pouvons contrecarrer le rapport prophétique de Global Gender Gap 2020 du Forum économique mondial, pour qui la parité entre les hommes et les femmes ne serait atteinte dans le monde que dans 100 ans, c'est-à-dire 2120. Je suis aussi persuadée qu'une représentation juste des femmes dans le digital est nécessaire pour la construction d'un futur équitable pour notre économie et notre société. Et nous avons tous un rôle à jouer, individus, pouvoirs publics, entreprises, associations, ONG. Et je reste confiante que tous, nous pouvons réussir. Merci à vous. Merci beaucoup, Samia, pour tous ces éléments que vous nous avez apportés. Effectivement, le rôle des écoles, des médias, des entreprises, des politiques publiques, l'importance des rôles modèles. Vous avez bien résumé les leviers, les axes où nous pouvons encore aborder ce sujet d'équité et la présence des femmes, la féminisation des métiers numériques. Je dis bien un sujet parce que, puisque c'est un sujet, et on en parle encore, qu'il faut encore s'en occuper et en être préoccupé. Donc, nous allons aborder la suite de nos questions avec les entreprises qui sont ici représentées. Donc, la première entreprise qui va apporter son regard sur ces questions-là, ici est représentée par Céline Barthélémy, une société française qui existe depuis une vingtaine d'années, qui fait aujourd'hui partie du groupe Magellan Partners et est une première entreprise partenaire
pure player de Microsoft indépendant et aujourd'hui compte 15 agences en France avec une communauté d'experts de 500 consultants. Donc, vous apportez des solutions dans 4 domaines, tous en lien avec le digital. Donc, Modern Workplace, aujourd'hui tout à fait d'actualité, applications et infrastructures, data et IA, et expérience Oui, client. tout d'abord, merci de me recevoir dans le cadre de ce cycle. Voilà, c'est toujours intéressant de partager comme ça sur des retours d'expérience et des positionnements. Donc, moi, effectivement, je suis Céline Barthélémy, donc je suis directrice générale déléguée aux opérations chez Exactis Tenit, donc une société de services pure player Microsoft, donc vous vous en doutez, un positionnement d'expertise sur les solutions Microsoft, donc un socle très technique, très technologique, mais, et on le verra après, une orientation de plus en plus forte d'un point de vue fonctionnel et usage. Et c'est important dans l'évolution et la perception qu'on peut avoir des métiers aujourd'hui, des métiers du numérique. Donc, c'est effectivement une société au niveau national et voire un peu plus. On a quelques agences à l'étranger. Moi, je suis sur l'ensemble de la société en termes de positionnement. Donc, j'ai un positionnement très opérationnel au cœur des activités technologiques. Et en gros, c'est un travail du quotidien pour assurer le fonctionnement, insuffler une dynamique et mettre en place aussi des réflexions sur le changement et les positionnements de demain autour de ces domaines-là. Donc, c'est beaucoup de relationnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication et en fait de compréhension des activités et donc des domaines technologiques qui sont adressés par tous les collaborateurs. Mon évolution, je vais en parler, mais très, très vite. Mon parcours professionnel, vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, moi, j'étais dans le développement logiciel. Donc, j'avais un poste de développeuse. Voilà. Déjà, on n'est pas bien à l'aise. Voilà. Développeuse logicielle. Voilà. Ensuite, j'ai fait de l'administration système. Donc, j'étais administrateur, triste. Voilà. Pareil, hein, pas très naturel, en fait. Ensuite, j'ai eu des postes chef de projet, manager. Là, ça va un peu mieux. On est sur des choses un peu, je dirais, unisexes quelque part. Voilà. Donc, on voit vraiment que même dans les titres, en fait, on retrouve finalement cette différenciation dans nos métiers. Aujourd'hui, j'ai un poste de directrice et en fait, étonnamment, c'est presque à ce niveau-là que la sémantique des mots a été la plus simple à mettre en œuvre, même si moi-même, quand j'ai pris ce poste de direction, on m'a dit, tu veux quoi, directeur ou directrice? J'ai hésité. Alors qu'en fait, il n'y a pas lieu d'hésiter, quoi. C'est juste un poste de directrice. C'est très simple. Alors, pourquoi je vous dis ça? En fait, ça fait 20 ans que je suis dans cette société, comme disait comme disait Sarah. Et ce qui est important, c'est que moi, j'ai pu évoluer dans cette société et surtout, on m'a accompagnée, on m'a écoutée, on m'a laissé le choix, on m'a entendu. Je pense que c'est vraiment une force de la société d'arriver à écouter les personnes et surtout les femmes et à entendre ce qu'elles ont à dire. Culturellement, comme disait Samia, il y a des stéréotypes vraiment qui existent et ils peuvent influencer même de manière inconsciente les prises de décision qui sont faites. Et avoir en face de nous des gens qui sont capables de vous écouter, de vous entendre en tant que femme, je pense que ça, c'est un point important vraiment dans les sociétés. Aujourd'hui, donc, chez Exactis Nedit, la diversité, l'inclusion, c'est un enjeu fort, pas seulement la parité homme-femme hein, au global. Et c'est vrai qu'on ne fait pas de distinction. Toutes les personnes sont considérées de la même manière. Et c'est vraiment une attente très forte qu'on a au niveau de la direction aussi. Par exemple, au sein de nos CSE, on a identifié en fait des références sur l'égalité professionnelle et ils ont un objectif, c'est de lutter contre le sexisme. On sensibilise nos managers, les actions de communication interne pour ne pas stigmatiser sur des populations spécifiques. On fait attention sur les titres, monsieur, madame, toutes, tous, consultants, consultantes. Enfin voilà, ça paraît pas grand-chose, mais je pense qu'en tant que femme, on a toutes vécu un moment arrivé dans une réunion, bonjour messieurs, voilà, oui, alors moi je suis là aussi, donc voilà, c'est le petit côté voilà, qu'on peut avoir aujourd'hui. Il faut être vigilant, je pense qu'il faut tous être vigilants par rapport à ça. Si je pouvais donner quelques chiffres, effectivement, comme disait Sarah, on est une société d'un peu plus de 500 consultants aujourd'hui et on a 30% de femmes dans nos effectifs, ce qui est quand même pas rien. Et on était 22% il y a 5 ans. Donc, ça évolue vraiment dans le métier. Au niveau de la direction, donc moi, je suis en direction générale, donc déjà, c'est important. Et on est 30% de femmes au niveau du COMEX. Donc, également, c'est un chiffre qui est conséquent. Comme disait également Samia tout à l'heure, effectivement, on a un sujet autour de l'embauche. Nous, on est très vigilants à ne faire aucune discrimination. Il n'y en a pas d'ailleurs, en fait. J'ai presque envie de dire que ça se fait assez naturellement. Que ce soit homme ou femme, on ne va pas privilégier un profil plus qu'un autre par rapport à ça, au fait qu'il soit homme ou femme, entre guillemets. On a mis en place en 2019 un accord professionnel sur l'égalité homme-femme.
qui prévoit notamment une très grande vigilance sur les questions de rémunération, de promotion, et qui fait vraiment l'objet d'un suivi permanent de la part de nos équipes RH notamment. On a une égalité de traitement, de reconnaissance qui se traduit dans les chiffres, hein, puisque l'index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, on est à 91 sur 100, ce qui est plutôt positif. Et enfin, un dernier point, c'est qu'on est sur une population jeune hein, au niveau de la société, on est sur une moyenne d'âge de 33 ans. Nécessairement, ça veut dire des congés maternité aussi, paternité. Et donc, on a une grande vigilance sur ce point-là pour adapter finalement l'organisation du travail, et ne serait-ce que la reprise du travail avec des entretiens de retour de congé maternité, une attention sur les horaires de la part des managers, l'organisation de places en crèche, voilà, ce genre de choses. On essaie vraiment d'adapter tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on engage comme action en fait pour attirer les femmes et les retenir en leur donnant des perspectives de carrière? Alors, effectivement, je reviendrai sur le point de la formation dans les écoles. Je pense que c'est un vrai sujet. Parce que je pense que vraiment, aujourd'hui, le point d'attention, c'est la vision qu'on a de ces métiers du numérique qui est très technique. Et voilà, quand on parle intégrer une société de services, intégration de solutions Microsoft, la première chose qu'on dit, c'est tu fais du développement d'applications. Pas seulement, oui, c'est vrai, mais pas seulement. Voilà. Et ça, c'est des vraies réflexions que peuvent avoir certaines populations féminines. Comme je disais tout à l'heure, on a un socle technique, mais on a aussi une grosse évolution dans les approches là, depuis quelques années, avec globalement le besoin de mieux appréhender un besoin final, un besoin utilisateur. Il faut vraiment qu'on arrive à changer les perspectives parce que ça va bien au-delà de la simple mise en œuvre d'une solution technique. Donc ça, c'est important qu'on arrive à porter ces messages-là au niveau de l'école. Alors effectivement, il y a eu la réforme des lycées avec cette fameuse option informatique dédiée qui permet de donner en tout cas une meilleure visibilité et d'avoir des premières bases pour tous qui sont importantes pour demain. Et même, il y a des évolutions au collège, hein, moi je le vois, hein, avec ma fille notamment. Donc ça, c'est important. Ensuite, dans les actions de recrutement, donc on ne fait pas de discrimination, ça c'est le point que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais on intègre également des profils qui n'ont pas nécessairement un bagage très technique, mais qui vont être à même d'avoir les bons messages en termes d'usage. C'est parfois plus attractif pour une certaine population. On parlait tout à l'heure du collaboratif. Dans le contexte actuel, dans le contexte du confinement, il y a beaucoup de mise en œuvre de solutions collaboratives. Il y a un socle technique, pas de problème, on le met en place. Mais il y a aussi une approche fonctionnelle pour que les utilisateurs prennent en main la solution, l'appréhendent, l'utilisent au mieux. Et ça, c'est aussi les métiers du numérique, en fait. C'est ça qui est important. Pareil, sur la data, l'IA, ça, c'est des vrais sujets actuellement. Voilà, c'est une grosse thématique. Donc, des solutions techniques pour collecter des données. Mais cette analyse des données, c'est une approche qui doit nécessiter une compréhension de cette donnée, une compréhension du sens, une interprétation, un accompagnement dans la prise de décision, compréhension du métier. Donc, ça va bien plus loin, en fait, qu'un simple domaine technologique. Et ça, c'est vraiment important dans le message que j'essaye de faire passer. Voilà. Et ensuite, en termes d'accueil dans les équipes, je pense que aussi le fait d'avoir cette mixité, c'est important. Quand on est sur des projets, avoir des équipes, des compétences techniques et des compétences plus fonctionnelles, plus usage, portées par des femmes ou des hommes, hein, peu importe, mais c'est cette mixité qui va faire la valeur des échanges et la qualité des réflexions. Chacun s'enrichit du savoir-faire de l'autre, et c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place, nous, chez Executive Zenith, pour arriver aussi à rassurer les femmes qui pourraient se poser des questions du type ok, mais c'est hyper technique, je ne vais pas comprendre grand-chose. Oui, d'accord, mais à côté, il y a des gens qui connaissent la technique, qui vont savoir l'expliquer, qui vont savoir se l'approprier et donner les bonnes informations. Et d'ailleurs, on a des femmes qui sont expertes dans les technologies, c'est aussi leurs attentes, leurs souhaits, et c'est très bien, quoi. Donc, d'un point de vue global, nous, les femmes peuvent progresser au sein de l'organisation. J'en suis un peu la preuve vivante, de la même façon que les hommes. Hein. On ne fait pas de différence, que ce soit en termes de formation, d'évolution professionnelle. Tout est mis en place sur un même pied d'égalité. Voilà. Et on essaye surtout d'adapter ça en fonction des besoins et des attentes de chacun. Au niveau des écoles et des actions qu'on peut avoir par rapport aux écoles, pardon. Pour ce qui est de l'IA, justement, on a pas mal d'actions aujourd'hui en cours avec Microsoft et l'école Simplon. Donc, il y a un an à peu près, on sort tout juste d'une promotion en fait d'une quinzaine de jeunes qu'on a intégrés. C'est des jeunes, en fait, c'est des demandeurs d'emploi en reconversion professionnelle. Voilà. Et dans le cadre de cette promotion, nous, on s'était engagé à former 30% de femmes. Voilà.
donc, sur cette promotion que l'on a prise. Voilà, c'est une formation qui aboutit à une certification dans nos métiers, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, on a recruté un profil sur notre agence d'Aix, profil féminin, avec un beau retour d'expérience collaboratrice. Voilà, on renouvelle d'ailleurs cette expérience avec Microsoft et Simplan. On a ouvert ça sur d'autres régions, d'autres profils. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien. On voit qu'il n'y a pas que les femmes, mais aussi il y a plus de la diversité d'inclusion. On essaye aussi d'intervenir dans les écoles, effectivement. Alors, dans le cadre des forums grandes écoles, principalement, nous, parce que c'est vrai que c'est un côté intéressant, et peut-être aussi même dans certains cours pour présenter un petit peu ce que c'est que nos métiers. C'est des vrais leviers de communication et de visibilité. Dans les lycées, les collèges, c'est vrai que ce n'est pas forcément les écoles que l'on va adresser, mais de manière, je veux dire, assez personnelle, il peut y avoir des initiatives de parents, tout simplement, qui vont y aller et qui vont présenter aussi nos savoir-faire, nos métiers. Et finalement, c'est très bien. Il faut le faire parce que c'est à ce niveau-là, on en a parlé, que se fait aussi la différence et la compréhension de nos métiers. Il y a d'autres actions, c'est participer à des tables rondes, à des colloques, avoir des partenariats tels que Pôle emploi pour faire connaître nos métiers et faire des retours d'expérience collaboratrices, voilà, focuser un peu là-dessus. Et c'est être impliqué dans des réseaux féminins ou dans des organisations professionnelles telles que le Syntec numérique pour nous aider également dans ce sens-là. Voilà. Enfin, je pense que de toute façon, le meilleur vecteur de nos métiers, c'est les femmes de l'entreprise. C'est comme ça, en fait, que ça se perpétue, que le message se passe. On est les propres vecteurs de notre savoir-faire et sa valorisation. Vraiment, le retour d'expérience féminin, il n'y a rien de tel. Pour en parler, il n'y a rien de mieux, quoi. Voilà. Bon, personnellement, moi, je ne fais pas partie de réseau en particulier. C'est pour ça que je suis ravie de participer à ce type d'événement parce que je trouve que c'est intéressant de présenter mon évolution, mon positionnement et surtout les possibilités de carrière dans le numérique qui sont certainement tout autres que l'image qu'on peut se faire habituellement. Et je dirais qu'en fait, il y a encore beaucoup de postes à pourvoir, beaucoup d'évolutions dans les métiers du numérique et les femmes y ont toute leur place. Voilà. Merci beaucoup Céline pour votre témoignage, pour les lumières que vous avez apportées. Ce sont des initiatives qui, je trouve, qui sont très encourageantes. Je vais prendre la parole parce que j'ai une question à laquelle je vais poser à Céline Barthélémy parce que je pense qu'elle est vraiment à la suite de l'intervention qu'elle vient de faire. On vous pose la question si une cellule de montée en compétences de femmes a-t-elle été montée dans votre entreprise? Car on aurait toujours l'impression de monter beaucoup moins vite en compétences. C'est une jeune femme qui pose la question. On a toujours l'impression de monter beaucoup moins vite en compétences que les hommes au sein des sociétés. Donc, est-ce qu'une cellule de montée en compétences des femmes a-t-elle été mise en œuvre dans votre organisation? Alors, en fait, honnêtement, on n'a pas eu le cas, on n'a pas eu le besoin, je pense, surtout. Ça ne s'est pas présenté. Mais j'ai envie de dire que si ça se présentait et que si des personnes en ressentaient le besoin, on le ferait. Voilà. Très simplement. En fait, et je suis bien placée pour en parler parce que moi, je travaille beaucoup avec l'équipe RH pour monter toutes ces actions de formation et d'évolution des compétences. Donc, vraiment, s'il y avait un besoin, je pense que les gens sauraient venir me voir aussi parce qu'il y a cette notion d'écoute et de proximité qu'on a avec les collaborateurs. Et donc, on peut mettre des choses en place très rapidement et ça ne serait pas un souci, effectivement. Donc, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais on peut le faire sans difficulté. Vraiment. Merci. Donc, au début de cette conférence, Samia, vous avez évoqué le rôle des médias pour pouvoir parler des femmes et les rôles qu'elles ont dans les métiers scientifiques et aussi numériques. Eh bien, voilà une entreprise dans le secteur des médias avec des produits spécifiquement dédiés aux femmes et qui existent depuis plusieurs années. Ces produits sont très connus au grand public. Et donc, je passe la parole à Marine. Merci beaucoup. Merci Sarah et Frédéric d'avoir invité Prisma Media à cette table ronde. Alors, sur ce sujet des femmes dans le numérique, je commencerai peut-être par dire que finalement, les femmes ont historiquement toujours et ont toujours une place dans le numérique. Je vous invite notamment à regarder le MOOC qui s'appelle Mixité dans les métiers du numérique qui avait été fait par l'Institut MIC Télécom qui en parle très bien. Et pour que l'entreprise, le média que nous sommes, nous, Prisma Media, puisse réellement le mettre en action, c'est
indispensable, et ça a toujours été le cas, que ce sujet des places des femmes dans le numérique soit porté et partagé au niveau du comité exécutif. C'est une conviction qui est partagée, qui est une exigence aussi de notre comité exécutif, qui va du coup aussi inspirer notre culture managériale quand on parle de fédérer des équipes, quand on parle de développer des collaborateurs, quand on parle d'accompagner l'impact de nos collaborateurs en tant que managers. C'est une conviction qu'on a pour tous nos managers et pour leurs équipes, que ce soit des hommes ou des femmes. Et c'est forcément porté et mis en cohérence ensuite par la politique RH et les pratiques RH. Sur le sujet du rôle de l'entreprise, du rôle des médias aussi, je dirais qu'on a aujourd'hui à Prisma Media 3 leviers principaux pour promouvoir cette conviction que nous avons. Tout d'abord, avant tout, une culture d'entreprise d'inclusion. Un deuxième axe que je vais aborder aussi, qui est ce besoin, et Céline, vous en parliez, de comprendre les métiers de la tech. Qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'il y a comme compétences? Qu'est-ce qu'il y a comme profil aussi, comme diversité de profils? Et puis, un troisième axe qui est forcément en tant que média et dans les produits qu'on va pouvoir proposer à nos lecteurs, à nos auditeurs, à nos vidéonautes, d'avoir une vision la plus inclusive possible. Donc, sur ce premier axe de culture d'entreprise, je pense que ce qui nous anime à Prisma Media et qui fait la différence, tout d'abord et avant tout, c'est la tolérance zéro qu'on va avoir pour la distinction, le sexisme, les agissements sexistes, la différence qu'on va faire entre un profil homme et femme. Et ça, c'est très important. Et même avant, peut-être, les politiques publiques qui ont amené la nomination d'un référent en interne sur ces sujets-là, c'est une démarche qu'on porte au plus haut et donc, effectivement, qui permet aussi de répondre à l'enjeu. On en a entendu parler en septembre, ça a beaucoup fait les grands titres, du fait qu'aujourd'hui, 50% des femmes qui sont diplômées de la tech et qui sont dans la tech quittent le secteur avant 35 ans. Donc, l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est vraiment de pouvoir proposer un environnement qui puisse concentrer sur les compétences, c'est-à-dire quelle formation, quel parcours j'ai pu avoir, quelles compétences je vais pouvoir proposer à une entreprise et que l'entreprise soit vraiment centrée sur cet axe-là. À Prisma Media, peut-être quelques chiffres. On est une entreprise de médias, mais qui a très tôt fait sa transformation digitale avec un fort besoin de compétences numériques. Et aujourd'hui, le numérique, les métiers du numérique, c'est 11% de nos effectifs, dont sur les derniers recrutements 2020, 28% de femmes. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir valoriser la diversité des canaux de recrutement qu'on peut avoir, que ce soit les parcours d'ingénieurs, que ce soit aussi des personnes en reconversion, que ce soit des personnes qui se sont portées dans une seconde partie de carrière vers les métiers numériques. Et donc, ça se voit aussi dans l'index d'égalité professionnelle sur lequel Prisma se positionne à 94%. Donc, on a une politique de recrutement, de promotion, de mobilité, et je vais en parler tout de suite après aussi, de formation de montée en compétences internes qui se veut ouvert à tous, quel que soit finalement son profil. Le deuxième axe, c'est vraiment cet enjeu de compréhension de la technique, de pouvoir démystifier les stéréotypes qu'on peut avoir. C'était aussi évoqué au départ, de pouvoir se dire la tech, oui, c'est du développement, c'est aussi de l'accompagnement d'utilisateurs, c'est aussi de l'empathie pour comprendre l'utilisateur via l'expertise de l'UX, c'est aussi la nécessité de comprendre des données et de s'assurer que nous avons une base de données qui ne soit pas biaisée pour proposer un service qui s'adresse à nos lecteurs, à nos vidéonautes, à nos auditeurs. Et donc, l'importance pour nous en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que média, de porter et de partager sur la diversité des facettes de la tech. Donc, ça passe en interne dans notre politique RH par des conférences, par le partage aussi par des conférenciers de tout profil. Et c'est là où je vous rejoins aussi, c'est important de montrer une diversité des personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, que ce soit des personnes qui se soient reconverties ou qui aient un background exclusivement technique. Donc ça passe par de la culturation interne, ça passe aussi dans le contenu de nos médias. C'est quelque chose qu'on a, je crois, je peux l'avancer au nom de nos équipes éditoriales,
toujours favoriser, c'est-à-dire pouvoir présenter l'ensemble de l'actualité, des titres comme nos titres féminins, aussi bien que nos titres découvertes ou nos titres télé, ont vraiment à cœur de pouvoir partager sur les enjeux de la tech, de pouvoir partager aussi sur les débats qu'il peut y avoir autour, sur les débats d'éthique, sur les initiatives. Virginie, on en parlait en introduction, mais aussi partager sur les initiatives d'entrepreneuses qui portent des projets technologiques dans la société. Il y a aussi, je crois, sur cette partie d'acculturation, un rôle que nous avons pris à Prisma Media qui est de pouvoir former en interne. Donc, on a depuis 2 ans, en collaboration avec notre groupe Bertelsmann, mis en place des formations avec Udacity, qui est une plateforme de formation en ligne et qui propose vraiment un parcours de formation technique, complexe, et en même temps qui permet à tous de le suivre à son rythme sur des thématiques de data analyse, de cloud computing, ou d'intelligence artificielle. Et là, on va vraiment pouvoir toucher l'ensemble de nos collaborateurs qui ont envie de renforcer leurs compétences, de renforcer leur vocabulaire, mais aussi de se familiariser en première instance sur ces sujets-là. Et puis toujours en dernier point sur cette partie d'acculturation, Prisma Media a toujours eu un lien très privilégié avec son territoire et notamment avec la mairie de Gennevilliers où on est basé. Et donc, ça a toujours aussi été notre rôle de pouvoir inciter les collégiennes qui viennent chez nous faire des stages de 3e au sein des équipes techniques, de pouvoir se confronter un petit peu à ce qu'est ce métier-là, donc de les rencontrer dans le cadre de leur stage de 3e, de les rencontrer aussi dans le cadre de leur forum, pour commencer à déconstruire très tôt, parce que je vous rejoins, finalement les stéréotypes qui commencent dès la primaire, dès le collège, de pouvoir leur montrer différents profils, de pouvoir leur montrer des collaborateurs qui vont dire avec leurs mots, qui vont dire avec leur expérience, le parcours qu'ils ont pu avoir et la manière dont ils voient leur métier et leurs enjeux. Et puis peut-être, je crois, le 3e levier, au-delà de cette culture d'entreprise inclusive, de cette démarche importante qu'on a en tant que média et en tant qu'entreprise à acculturer sur toutes les facettes de la tech, on a aussi un enjeu, je pense, stratégique à proposer des produits magazines, donc des sites internet, des podcasts, des contenus éditoriaux, des services qui puissent s'adresser à tous les enjeux de la société. Et là, je reviens peut-être sur l'enjeu de l'IA et des biais qu'on peut avoir. Aujourd'hui, proposer des produits numériques qui soient exclusivement développés, challengés, traités, manipulés par des hommes, ça devient un vrai problème éthique. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a aujourd'hui, à Prisma Media, c'est toujours eu cet enjeu de favoriser des équipes diverses dans les parcours, mais aussi dans les genres et également dans les perspectives pour s'assurer qu'on adresse le bon problème, le bon persona et finalement la bonne solution. Superbe, merci beaucoup Marine. Donc, le rôle que Prisma Media en tant qu'entreprise joue par rapport à apporter la culture à la portée de tous, l'entreprise joue également ce rôle en interne en faisant de l'acculturation en interne par les parcours de formation, mais aussi en interaction par les initiatives avec les lycéens tels que vous avez évoqué. Surtout le fait de prendre cette importance de former, d'informer, de former et de maintenir cette culture d'entreprise qui manifestement pour l'entreprise est un enjeu qui est porté très haut par une vision, une grande vision d'entreprise. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments. Sarah ? Très inspirants, oui, Frédéric. J'aurais une question à Marine à poser. On cible toujours, les articles, les journaux et ça ciblent toujours effectivement les jeunes, les étudiants. Mais autour des étudiants et autour des jeunes, il y a un écosystème d'adultes, des parents, des prescripteurs, des enseignants, etc. Et en fait, dans la presse, finalement, je vois toujours des articles qui montrent ce qu'est le numérique aux jeunes,
mais qui n'explique pas à ses prescripteurs comment justement expliquer ou changer leur réflexe de genre quelque part, d'accord, pour leur expliquer effectivement que le numérique c'est intéressant comme un autre métier et qu'il n'y a pas de raison effectivement d'aller ailleurs ou d'aller ailleurs comme un autre métier. Comment vous expliquez dans la presse finalement il n'y a pas cette cible-là aussi qui est quand même importante? Alors, je pense que ça dépend des médias, mais c'est intéressant comme réflexion, Frédéric, parce que c'est exactement une discussion que nous avions eue avec certains rédacteurs en chef en interne. Et nous, aujourd'hui, notre cible, la cible aujourd'hui, ce sont plutôt les parents. C'est-à-dire que je vous prends un exemple, Télé Loisirs et Ferme Actuelle, parce que j'ai ces deux articles en tête, mais aujourd'hui, publier des articles, notamment Télé Loisirs, c'est plutôt pour se dire pourquoi vous devriez inciter votre fille à aller dans des filières STEM. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, en général, on va plutôt s'adresser seulement aux jeunes, ce qui est bien, ce qui est important pour leur faire comprendre les enjeux économiques, les enjeux de compétences qu'il peut y avoir derrière le parcours professionnel. Mais finalement, aujourd'hui, dans les prescripteurs et dans ceux qui vont aussi les aider à prendre ces décisions d'orientation, il y a les parents. Et c'est une posture qu'on prend sur certains de nos magazines par rapport à la cible qu'on a. Là où Télé Loisirs Femmes Actuelles va plutôt justement s'adresser à tous sur ces enjeux et notamment pourquoi est-ce qu'on devrait plus parler de tech aux filles. Peut-être que notre média Simone, qui est beaucoup plus orienté sur les jeunes, va aller chercher aussi les exemples, les rôles modèles qu'on a envie de mettre devant ces jeunes pour leur expliciter la diversité des parcours, la diversité des profils qu'ils peuvent avoir. Donc, je me retrouve un petit peu moins pour Prisma Média, mais je suis d'accord qu'en général, c'est l'écueil qu'on peut avoir. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Gérald Carsanti, qui va nous parler d'une entreprise qui, fort probablement, n'a même pas besoin d'être présentée. Mais en tout cas, c'est une société qui existe depuis presque 50 ans, fondée en 1972 et propose des solutions hautement technologiques pour accompagner les entreprises. Cette société s'appelle SAP, et donc je passe la parole à Gérald Carsanti. Eh bien, merci et merci de cette invitation et bravo aux intervenantes et intervenants précédents parce que c'était très clair. Je vais essayer de ne pas paraphraser ce qui a été dit parce que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit, donc autant aborder peut-être la question sous un angle un peu différent. Alors évidemment, nous, on est le leader mondial du logiciel. On est en plus une entreprise, on est la première société tech mondiale de souche européenne. On peut rivaliser avec les grands acteurs américains, asiatiques. Et malheureusement, en Europe, il y a nous, puis après, il y a Dassault quand même, qui même si elle est moins capitalisée, est une entreprise française. Mais après, malheureusement, ça se dilue pas mal au niveau de l'Europe. Donc, ça prouve qu'il y a un problème tech globalement sur l'Europe. Mais nous, on est très fiers de représenter la tech, mais sur le sujet de la diversité, évidemment, c'est autre chose. Comme ça a été dit précédemment, ce n'est pas si simple. Je voudrais prendre la question sur un angle différent. Moi, ça fait à peu près 20 ans que je travaille sur la question de l'équilibrage et de la diversité, d'atteindre la parité la plus totale possible, c'est-à-dire d'atteindre le stade où en fait on ne fera aucune différence et à la fois dans la sélection, dans la présentation de candidats sur des postes importants, dans le fonctionnement, dans les modes opératoires, on ne fera strictement aucune différence, que la personne soit un homme ou une femme, ce sera exactement la même chose. Quand on aura atteint ce stade-là, on pourra dire qu'on aura réussi. Le problème qui se pose, en fait, c'est très simple, c'est que en fait, ça fait 20 ans que j'assiste à des tables rondes, j'enseigne à HEC depuis 17 ans, depuis moins longtemps à l'ESCP. Donc, je suis en contact avec des étudiants. Donc, j'interviens dans différents types de populations et en plus dans des tables rondes, des conférences. Et au fond, tout le monde est à peu près d'accord dans les conférences. Il n'y a pas de dirigeant qui va venir, homme en particulier, qui va venir expliquer qu'il est contre la parité. Tout le monde vient expliquer qu'il est pour. Par contre, dans l'action, c'est autre chose. Et le résultat, il est clair. Après, en tout cas pour ce qui me concerne, les années que j'ai passées à travailler sur cette question, je constate que les progrès sont quand même très faibles, même s'il y a des progrès, indiscutablement. On a cité tout à l'heure la loi Copé-Zimmermann sur les conseils d'administration. J'y reviendrai dans un instant. Il y a des progrès, mais on est quand même très loin de ce qu'on voudrait avoir.
il y a une femme dans le CAC 40, 3 ou 4% de femmes qui lead des entreprises du SBF 120. En politique, sauf quand il y a des quotas qui sont mis en place ou qu'on s'oblige à mettre en place, les femmes sont très peu représentées. Et par ailleurs, quand elles le sont, souvent, on peut le dire, entre guillemets, maltraitées par les hommes pour les émissions que j'ai pu voir sur la question, qui m'ont surpris d'ailleurs. Donc, globalement, on peut dire qu'on n'a pas progressé. Donc, sur les 18 premières années sur les 20 que j'ai passées sur le sujet, où j'étais concentré sur comment aider les femmes à prendre de l'assurance, à gagner en confiance, pour qu'elles puissent occuper des postes de plus en plus importants et qu'elles puissent réussir. Et bien entendu, c'est évidemment un axe que nous développons chez SAP, j'en reparlerai dans un instant. J'ai changé d'état d'esprit il y a quelques mois, ou en tout cas, oui, 2 ans environ, et j'accélère maintenant parce que je suis convaincu maintenant qu'on a on n'a pas assez considéré les hommes dans ce que l'on peut appeler un combat. Et donc, il faut replacer l'homme au cœur de ce débat. Les hommes, et il faut bien l'admettre, quand on leur explique qu'il va falloir laisser une grosse partie de leur siège, que ce soit dans l'entreprise ou dans la vie sociale en général, personne, tout le monde est d'accord d'ailleurs au passage quand il ne s'agit pas du leur, mais quand il s'agit de son siège, évidemment, c'est quand même autre chose. Alors, comment faire pour que les hommes soient convaincus que c'est un vrai sujet et que ce sujet va apporter des plus? C'est certainement pas en leur expliquant qu'il faut lâcher leur poste, point, c'est en leur expliquant pourquoi c'est un plus. Et donc, ça passe par plein de choses. Ça passe par de la formation, ça passe par déconstruire les schémas dans lesquels on nous a inscrits, nous les hommes, depuis notre plus tendre enfance. On nous explique le rôle que doit jouer l'homme, on parle de chef de famille, vous voyez. Donc en fait, on a tout un apprentissage à revoir finalement, tout à revoir, tout à remettre par terre pour changer les choses. Alors donc, je tiens à le dire parce que c'est de mon point de vue, l'un des éléments qui va changer la donne. On le sait, toutes les études le montrent, quand on est à la parité et à l'équilibre, les entreprises ou les institutions qui le font sont plus performantes. Les rapports de McKinsey, qui sont régulièrement produits, le démontrent très facilement. L'expérience que je peux avoir le démontre de façon pragmatique. À chaque fois que j'ai pu le faire, ça a été plus performant. Alors, ce qu'on fait de façon concrète, en tout cas chez SAP, alors on a des chiffres qui sont meilleurs sur certains aspects que la profession, moins pareil que d'autres sur d'autres. On est, je pense, un petit peu meilleur que la profession sur le nombre de femmes dans notre secteur. On a 30% de femmes au global, donc c'est plutôt légèrement au-dessus au-dessus, je ne saurais pas dire au global, mais sur ce que j'ai entendu précédemment, on est au-dessus. On est par contre plutôt pareil que la profession dans le nombre de personnes au niveau des postes de manager. Et ça, c'est préoccupant et c'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça? Alors, premièrement, on a fait ce que j'ai appelé dans certaines conférences la théorie de la tenaille. Désolé, l'image n'est pas forcément la plus belle qui soit, mais en tout cas, elle explique bien ce que l'on cherche à faire. C'est-à-dire, on prend l'entreprise en tenaille entre l'équilibre au niveau du comité de direction, ce que nous avons fait, on est à l'équilibre parfait, 50-50, et qui plus est, l'un des postes absolument stratégiques au sein de SAP France, opérationnel, et pas uniquement les postes dans lesquels on voit pratiquement toujours des femmes, est tenu par une femme, et le prédécesseur de ce leader était aussi une femme. Donc ça fait maintenant longtemps qu'on a un poste opérationnel clé dans l'entreprise qui est tenu par une femme. Donc ça, c'est plutôt très bien, et on est à l'équilibre 50-50. La deuxième chose qu'on a fait, c'est que pour avoir la tenaille, c'est que le vivier, donc le recrutement, on le fait à l'équilibre. Donc on embauche même un peu plus de jeunes femmes, en particulier à la sortie des écoles, que de jeunes hommes. On essaye d'embaucher plus maintenant de femmes expérimentées que d'hommes expérimentés. Pourquoi? Parce que sans ce vivier, il est impossible de reconstruire l'entreprise. C'est totalement impossible. Donc il faut avoir ce vivier. Et puis ensuite, au-dessus, il faut avoir le comité de direction qui est représentatif de ce que l'on veut. Ayant cela, on peut commencer à diffuser des leaders un peu partout dans l'organisation. Et nous travaillons beaucoup sur le fait de faire
arriver dans les différents postes de management des femmes jeunes et expérimentées pour que finalement que ça puisse changer la donne. Alors, concernant les quotas, parce que ça a été abordé précédemment, autant j'étais totalement convaincu sur les conseils d'administration, et d'ailleurs, force est de constater que ça a fonctionné. Sur les comités de direction, il faut être un peu plus prudent. C'est une discussion que j'ai dans des groupes auxquels je participe, mais je suis quand même d'accord, mais avec une condition. C'est que je pense qu'il faut laisser le temps aux dirigeants d'entreprise de faire le travail. Si on dit aux dirigeants d'entreprise, vous devez nommer dans les comités de direction 50% de femmes, alors même que le vivier n'est pas au rendez-vous pour le moment, en tout cas dans les industries tech, mais autres aussi, on risque d'avoir un échec et surtout on risque d'avoir des dirigeants qui disent qu'ils ne comprennent rien à l'entreprise. Donc on risque de nommer des femmes qui ne sont pas prêtes et juste pour nommer des femmes, ça n'est pas la solution. Donc si par contre on dit, on donne une échéance, ce qui a beaucoup de vertus, on leur dit à l'horizon, par exemple, certains parlent de 10 ans, moi je parlerais plutôt de 5 ans, à un horizon de 5 ans, on doit être à 50% et on met des espèces d'étapes, on dit 30% à telle date, 40% à telle date. Là, je trouve que c'est très positif parce que ça va mettre les entreprises dans une dynamique de mettre en place une politique pour y arriver. Ça veut dire qu'il va falloir nommer d'abord le vivier dont je parlais tout à l'heure et ensuite nommer des femmes au fur et à mesure dans les différents échelons de l'entreprise. Donc, en fait, par coaching, par mentoring, par accompagnement, aider les femmes à accéder à des postes supérieurs, les préparer à des postes qui sont souvent compliqués, complexes, difficiles, dans lesquels il faut avoir une solidité à tout point de vue, psychologique, il faut avoir les compétences bien entendu. C'est généralement pas là qu'on a des problèmes, qu'on rencontre des problèmes. Les femmes ont des compétences, parce que les femmes sont très exigeantes avec elles-mêmes, donc en général, elles refusent des jobs parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas être prêtes alors qu'elles le sont bien plus que les hommes. Mais en tout cas, il faut les aider à gravir toutes les marches dans l'entreprise et c'est ce que nous allons faire. Donc moi, je suis plutôt pour le quota à condition qu'il y ait un temps laissé aux entreprises, aux dirigeants. Et voilà. L'autre point que je voulais développer, et je pense que je vais arrêter parce que pour ne pas trop dépasser le temps, mais bien, c'est l'entrepreneuriat. On a au sein des SAP un accélérateur de start-up. On a également des fonds d'investissement, c'est-à-dire que nous-mêmes, on rachète des sociétés, on investit dans des sociétés. Et évidemment, on a des programmes, par exemple l'un avec Village by CA du Crédit Agricole, où ils font des sélections, où ils poussent des startups qui sont lancées par des jeunes femmes. Ça nous intéresse beaucoup, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est là qu'on a le vivier des talents de demain. Donc, c'est un autre vivier des talents de demain. Donc, on pousse beaucoup ça. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on fait partie de tout un tas d'organisations. L'Observatoire de la mixité, qui est pour moi une référence en la matière, avec Caroline de la Marnière, avec des personnes qui, de mon point de vue, font la différence. L'Observatoire de la mixité, c'est le regroupement de dirigeants qui travaillent autour de Marie-Christine Maillas, qui avait sorti un livre qui ne vous a pas échappé sans doute, Quand les hommes s'engagent, où j'avais contribué sur la version française et puis ensuite sur la version anglaise, où j'avais fait la préface avec Michel Landel, qui est un défenseur de cette parité. Dans la version anglaise, nous avions fait la préface. C'est là d'ailleurs que j'ai eu le déclic sur le fait que les hommes devaient être plus engagés et que c'était la solution pour y arriver. Donc on est évidemment dans des mouvements jamais sans elle. Récemment, Jamais sans elle a sorti Jamais sans lui. Ça rejoint le propos que je tenais précédemment. Donc là, on est très engagé. Le cercle Interel, tout un ensemble de mouvements, d'organisations qui jouent sur tout un tas d'actions qui ont des impacts et qui surtout, et ce sera bien ma conclusion, qui sont concentrés sur l'action. Parce que la parole compte, puisqu'on inspire les gens, si on peut, par notre modeste action, inciter des hommes à se pencher sur la question, inciter des femmes à prendre confiance en elles et à se dire je vais y aller parce qu'il n'y a pas de raison que de laisser ces postes aux hommes, à inciter des dirigeants à aller plus vite dans leurs actions, eh bien, on aura gagné. C'est ça qui est notre objectif. Il faut qu'on arrive à avoir plus d'actions. La parole est importante, mais les actions comptent autant que la parole.
Merci, Monsieur Carpentier, pour cette intervention. Alors, je vais me permettre quand même une question. Alors, j'avais une question justement sur le rôle des hommes. J'avais préparé un peu à l'avance le rôle des hommes dans l'action, et je crois que vous y avez parfaitement répondu quant aux actions que mène SAP en la matière. J'avais néanmoins une question concernant, on parle toujours effectivement du top management, vous avez parlé des COMEX, effectivement. On parle beaucoup moins du management intermédiaire. Et alors, je sais que beaucoup d'entreprises, alors moi-même je fais partie du CIGREF, mais donc on se connaît, on s'est déjà effectivement, on a déjà échangé, que ce soit une organisation effectivement qui font le numérique ou ceux qui l'utilisent, il y a effectivement des stratégies et des formations aux gens, aux problématiques de mixité, etc. Mais malgré tout, le problématique, c'est aussi l'intégration dans l'équipe et notamment avec l'acceptation et le pilotage par ces managers intermédiaires. Quels sont les points vraiment importants ou plutôt les écueils, les difficultés qu'il y a avec ce management intermédiaire qui finalement peut être coincé entre la problématique d'efficacité, de changement d'équipe, de changer ses repères, de confort aussi quelque part, de pouvoir aussi, hein, parce que je parle bien de management intermédiaire, donc celui de ce qu'on appelle le middle management. Est-ce qu'il y a des actions chez SAP justement qui ciblent cette population particulière? Oui, alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, c'est tout à fait juste ce que vous avancez. En fait, comme dans toute la profession, on n'est pas parfait, loin s'en faut, c'est sur le management intermédiaire, justement. Globalement, on a 30% de femmes, on a 22% de femmes managers, ce qui, dans l'ensemble, n'est pas le chiffre qu'on veut atteindre. On s'est fixé une barre pour arriver rapidement à 30%, on n'y est pas. Mais dans le management commercial, alors c'est bien pire que 22%, c'est là qu'on est en train de concentrer tous nos efforts. Alors, comment on fait? On fait deux choses, en fait, c'est très simple. On forme les femmes pour qu'elles soient coachées. C'est-à-dire, moi-même, je coach 8 personnes, ce qui est beaucoup, je ne peux pas aller au-delà, en interne. On prend des talents, on se les répartit entre les membres du comité de direction. Moi, j'en coach 8, je coach 5 femmes et 3 hommes. Et on les prépare pour prendre des postes clés demain. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif que nous avons, leur faire prendre conscience. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est assez symptomatique, mais c'est vrai que c'est un peu caricatural, mais c'est la vérité. Les femmes, face à un nouveau job à prendre, ont toujours la réaction de penser qu'elles ne sont pas prêtes, alors que les hommes sont prêts à prendre n'importe quoi. Donc c'est un peu caricatural, mais c'est un peu la vérité. Donc on prépare les femmes comme ça. Et les hommes, on les aborde sur pourquoi la mixité n'est pas un problème, mais c'est un avantage. C'est un avantage pour l'entreprise parce que les entreprises seront plus performantes, la réussite sera meilleure, elle sera au rendez-vous et les hommes tireront un avantage de ça. Pour tout vous dire, quand on dit aux hommes, en fait, beaucoup d'hommes sont prêts à ça, mais comme ils ont été éduqués dans une autre, différemment, ils n'attendent que ça, une sorte de déclic pour dire rester à la maison, par exemple, pour s'occuper des enfants, plus qu'ils l'ont fait précédemment, partager les tâches avec une femme, sa femme, pour qu'elle puisse consacrer plus de temps à sa carrière. Au fond, ils n'attendent que ça, mais dans la psychologie dans laquelle on a été éduqué, en particulier forcément dans ma génération, mais c'est vrai dans toutes les générations en réalité, eh bien, il y a un peu de boulot. Alors, pour répondre complètement à la question, donc, on fait ces deux formations, hommes-femmes, et puis il faut le dire, parce que ne pas le dire, c'est vraiment passer à côté d'un gros problème. L'industrie en général en France, et je ne parle pas que de la tech, mais la tech en particulier, c'est quand même des environnements très machos. Il faut quand même le dire. C'est des environnements qui tournent parfois même à la misogynie. Et on entend des choses qui parfois, et heureusement pas uniquement chez SAP, hein, loin s'en faut, on est plutôt bien vu puisque dans les classements Glassdoor, nos salariés nous classent au top niveau, on en est très, très heureux, mais on a quand même nous-mêmes des problèmes et dans la profession, il y a des problèmes. Donc il faut se dire que, j'ai entendu tout à l'heure dans les propos précédents, ça a déjà été abordé, le sexisme, le harcèlement moral et sexuel sont des choses qui sont inacceptables. C'est-à-dire qu'il faut avoir une tolérance zéro. Ça bloque des femmes qui subissent des pressions incroyables et qui ne parlent pas parce qu'elles ont peur des conséquences pour elles. Donc c'est un facteur bloquant pour elles. On est en train de s'attaquer à ce sujet, en tout cas chez SAP, parce que c'est ce qu'on peut faire à notre niveau. Et je le fais aussi dans tous les groupements auxquels je participe pour dire à quel point il est urgent de bannir les comportements inacceptables parce que c'est inacceptable. Au fond, si on réfléchit, c'est la plus grande injustice qui existe puisque les femmes représentent plus de la moitié de
population mondiale et ne pas atteindre la parité d'un côté. Il y a un côté un peu presque surprenant, alors que ça devrait être une évidence. Aujourd'hui, en 2020, ça devrait être une évidence. Et le sexisme et le harcèlement qui existent, ne pas le dire, ce serait une aberration. Et le dire, franchement, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi à articuler. Quand j'entends parfois des choses que de jeunes femmes, par exemple, récemment me rapportent, je reste sans voix. Et parce que moi-même, c'est peut-être un cliché, mais j'ai une fille qui est jeune et j'ai vraiment pas envie qu'elle vive ce genre de choses dans les entreprises où elle sera. Bien sûr, on les éduque pour qu'elle ne se laisse pas faire, mais il y a un travail que tous les dirigeants doivent faire. Donc vous voyez, on fait front sur plein d'aspects. Il faut le faire sans limitation et avec beaucoup de détermination parce que là, il y a un enjeu colossal. Je vous garantis que quand on regarde l'histoire, moi je suis un passionné d'histoire et on voit que les femmes ont joué des rôles qui sont sous-estimés, même dans les livres d'histoire, même à l'école, nous ne mettons pas en avant ce que les femmes ont pu faire, ont pu apporter à la société depuis la nuit des temps. Il y a tout un travail en profondeur à faire, mais je vous garantis, parce que j'en suis convaincu, que lorsqu'on aura atteint dans la société un véritable équilibre, la performance sera là d'une part, mais la société sera plus équilibrée. Et j'en suis convaincu. Alors, je peux me tromper, on verra. En tout cas, comme je le dis parfois, ça vaut la peine d'essayer. Merci beaucoup, Gérald. Merci. Donc, les paroles inspirent et les actions font avancer. En tout cas, toutes les actions que vous avez évoquées et toutes les paroles que vous avez proposées, elles sont toutes inspirantes. Je vous remercie beaucoup. Et ce que vous avez évoqué, qu'on a besoin des hommes, on en a discuté avec Frédéric. Donc, c'est pour ça que j'ai invité Frédéric, non seulement pour être équitable dans l'animation de cette séance, mais aussi parce que, évidemment, c'est un sujet qui ne peut pas se porté que par des femmes parce que tout le monde est concerné. Il n'empêche, Monsieur Carsanti, que pour confirmer ce que vous dites, tous les grands moments de l'informatique, une bonne partie ont été faites par des femmes, que ce soit le Fortran, que ce soit Ada, que ce soit la première programmation officielle d'un ordinateur IBM, que ce soit, enfin, je peux en citer des dizaines, effectivement, donc c'est très impressionnant. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, en rajoutant que, contrairement à ce qu'on véhicule parfois, il est prouvé, là encore scientifiquement, il y a des statistiques qui sont claires, les filles, les jeunes filles, à l'école, au bac en particulier, ont de bien meilleurs résultats que les garçons dans les matières scientifiques. Ce qui devrait les inciter, si on s'y prend bien, à aller vers les filières d'ingénieurs et d'universités scientifiques, ce qui forcément pour nous sera un facilitateur pour demain. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons passer à l'intervenante suivante, donc Virginie Brancy. Chaque entreprise a témoigné de ses efforts pour attirer les femmes, les maintenir et les faire évoluer tout au long de leur carrière. Alors Virginie a un parcours ici elle va nous partager. Elle a fait une reconversion, donc elle a changé de métier quittant le monde du numérique pour lancer son activité. Virginie, je vous prie, la parole est à vous. Bonsoir, merci beaucoup Sarah. Merci pour cette invitation et pour me donner l'occasion de témoigner là dans cette discussion. Alors, ce qui va être très intéressant finalement là, en passant à ce moment-là, c'est après les interventions de chacun et de chacune, c'est de montrer un petit peu effectivement la diversité des parcours qui peuvent exister. Ça, je pense que c'est important, la diversité des métiers. Je vais pouvoir illustrer certaines des données qui ont été partagées, certains des propos, même peut-être en atténuer en fait d'autres, et puis peut-être apporter une autre problématique à la sous-représentativité des femmes dans le monde du numérique et des technologies. Donc moi je m'appelle Virginie Brancy, je suis fondatrice et présidente du Potager d'à côté. J'ai fait des études dans le commerce international, donc filière littéraire. J'ai ensuite fait un master LEA, langue étrangère appliquée au commerce international. Et à l'issue de mes études, je suis allée à l'étranger pour débuter en fait ma carrière. J'ai été recrutée par Microsoft. Donc
Ça fait déjà un petit moment déjà, mais voilà, j'ai été recrutée à l'issue de mes études par Microsoft Océan Indien et Pacifique francophone. J'ai été d'abord responsable marketing PME, et puis j'ai été par la suite responsable de compte distributeur et par extension du segment PME. Donc, je couvrais le Pacifique francophone, l'océan Indien et un petit peu plus tard l'Afrique de l'Ouest, ce qui vous donne un petit peu un aperçu de la time zone, donc de la couverture en termes de fuseau horaire et géographique. Donc, moi, j'ai travaillé 7 ans pour Microsoft. Ça a été une expérience riche en découvertes parce que c'était mon premier job post-études. J'ai été très contente de cette expérience, loin s'en faut. J'ai eu l'occasion de voyager, ce qui correspondait un petit peu à mes attentes et à mes études. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes. Il y avait cette diversité qui me plaisait beaucoup. Mais j'ai eu beaucoup de responsabilités dès le départ, contrairement peut-être à un job que j'aurais pu avoir en France chez Microsoft, par exemple, même. Donc, j'ai eu accès à beaucoup de responsabilités et j'ai été top talent chez Microsoft. C'est comme ça voilà, il y a certains profils qui sont identifiés. Voilà, on parle de key talent, top talent, enfin bref. Donc, j'évoluais en fait au sein de Microsoft de façon très positive. J'étais très motivée, vraiment. J'adorais ce que je faisais en fait chez Microsoft. Mais c'est vrai qu'au bout de 7 ans, j'ai réalisé que l'énergie que je mettais au service de Microsoft, au service de cette entreprise, d'une entreprise du numérique, du digital, finalement, on peut en citer plusieurs. Au bout de 7 ans, je me suis dit que l'énergie que je mettais au service de Microsoft, je devais absolument la mettre au service d'un projet qui aurait plus de sens pour moi, pour la planète, pour les gens autour. Et ça amène une autre problématique en fait à tous ces géants du numérique. Mais je pense qu'ils y travaillent, c'est d'apporter du sens en fait dans ces professions-là aussi. Et peut-être que les femmes sont un petit peu plus sensibles à cette notion-là. Ça, c'est une vraie question. Et donc, moi, je fais partie je crois que Marine le disait juste avant, des 11% qui ont quitté le domaine du numérique avant les 35 ans. Je crois que c'était ça. Donc, moi, je crois. Comment ? C'est même 50. Voilà, donc j'ai quitté le domaine du numérique avant mes 35 ans pour créer mon entreprise, une entreprise qui aurait un impact positif sur la société et l'environnement. Cette entreprise, c'est le potager d'à côté. Donc, on parle de reconversion. J'ai quitté Microsoft en très bons termes. Et d'ailleurs, si jamais mes collègues regardent cette émission à un moment donné, je leur passe le bonjour. Mais j'ai quitté l'entreprise en me disant que je n'allais pas retourner dans le numérique. Parce que peut-être qu'au bout de 7 ans, voilà, j'avais peut-être eu l'occasion de découvrir ce monde-là. Et finalement, c'est une reconversion dans le sens où j'ai créé une entreprise qui avait vocation à avoir un impact positif sur la société et l'environnement indiscutable. Juste, vraiment très brièvement, le potager d'à côté, c'est une démarche qui vise à faciliter l'accès aux fruits et légumes locaux et de saison, tout en évitant le gaspillage et en créant du lien social, grâce à un site tout de même. Donc, on utilise la technologie qui permet de trouver des fruits et des légumes qui sont proposés soit par des maraîchers, soit par des particuliers qui ont des surplus dans leur jardin. Nous, on a estimé qu'il s'agissait de 2 millions de tonnes qui se perdaient chaque année dans les jardins de particuliers. Donc, voilà, on a une grosse mission à ce niveau-là pour éviter le gaspillage, un gaspillage qui est en fait assez peu identifié, mais qui permettrait de démocratiser l'accès aux bons fruits et légumes, mais aussi d'éviter des importations en provenance des pays voisins, puisqu'aujourd'hui, c'est 3 millions de tonnes qu'on importe en provenance des pays voisins. Voilà, donc des objectifs sociétaux, environnementaux importants. Voilà, aujourd'hui, je me consacre uniquement à cette activité. Et le fait d'avoir lancé une entreprise à impact, c'est vraiment ce qui me motive chaque jour. C'est vraiment ce qui me motive chaque jour. Ça, c'est indiscutable, à travailler de longues heures. Les longues heures que je passais avant chez Microsoft, maintenant, je les passe pour une autre démarche. Alors,
moi, je trouve que ce qui est important ici, c'est vraiment de rappeler effectivement la diversité des métiers. Je n'ai pas un parcours technique, je n'ai pas suivi une carrière technologique, mais par contre, vous avez parlé de tous ces métiers voilà, l'utilisation de la technologie dans le cadre du potager d'à côté. Nous, notre intention, c'est de l'utiliser pour avoir plus d'impact. Ça, c'est vraiment, je pense, indiscutable. L'outil aujourd'hui, si numérique, si on le rend accessible, est accessible à un grand nombre de personnes et donc nous permet d'atteindre des objectifs potentiellement plus rapidement. Mais il y a vraiment beaucoup de facettes dans le monde du numérique, beaucoup de métiers. Nous, on se concentre beaucoup sur la valeur qu'on va apporter, l'expérience utilisateur. Et puis, effectivement, là-dessous, on utilise la technologie. Il y a on parle de parcours utilisateur, de fonctionnalités. Et voilà, c'est important de le rappeler. Je sais pas, il n'y a pas que des développeurs dans le monde du numérique. Voilà, je pense que c'est important. Et Samia le disait, enfin tous vous le disiez un petit peu plus avant. On a le devoir, nous, en tant que femmes, d'être présentes dans le digital pour apporter le schéma mental féminin. On parlait tout à l'heure des fonds d'investissement. Il faut savoir que la plupart des utilisateurs du potager d'à côté sont des femmes. Ça, c'est une observation parce qu'elles sont sensibles à l'alimentation saine, au développement durable, mais aussi à la notion de solidarité. Et aujourd'hui, quand je présente le potager d'à côté à des investisseurs ou lorsqu'on recherche des fonds, lorsqu'on participe à des concours, quand on est en face de public masculin ou uniquement masculin, eh bien, on a moins cette sensibilité, on le ressent bien et ça impacte forcément le monde qu'on est en train de construire. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est un peu plus de solidarité, plus des entreprises qui ont un meilleur impact sur la société et l'environnement. Et bien pour ça, il faut aussi intégrer un peu plus de femmes dans le schéma, dans le monde du digital. Voilà. Donc, c'est sans stéréotyper, hein, mais aujourd'hui, force est de constater que les personnes sensibles à toutes les valeurs du potager d'à côté sont principalement des femmes. Je pense quand même aux hommes il y en a bien et j'en suis ravie, mais la majorité vraiment féminine. Merci beaucoup Virginie. Merci beaucoup surtout pour avoir introduit la notion d'usage. Parce qu'effectivement, le numérique, c'est pas uniquement ceux qui le font, c'est aussi ceux qui l'utilisent. Et je pense qu'effectivement, pour changer l'esprit des gens sur le numérique, il faut aussi s'intéresser à ceux qui l'utilisent et pas uniquement à ceux qui le font. Et ça, c'est donc merci beaucoup pour votre vraiment témoignage. Du coup, ça m'interpelle sur. J'ai toujours des petites questions comme ça. Comment dirais-je? Quelles actions il faudrait en fait pour inciter justement des créatrices d'entreprises ou des créateurs d'entreprises pour amener, là je parle bien de l'usage, pour pas déculpabiliser, mais en tout cas enlever les freins d'usage, qu'on pense que c'est compliqué à utiliser, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour amener les femmes à ne pas hésiter à s'amuser avec le numérique, à l'utiliser, pour l'utiliser, pour mettre en œuvre une entreprise, pour mettre en œuvre, je sais pas, des sites web, de la vente en ligne, etc., etc. Oui, alors c'est une bonne question, hein. Alors, moi, dans mon parcours, je me suis jamais sentie limitée en tant que femme, hein. Même d'ailleurs dans le cadre de mon parcours dans une entreprise du numérique, je n'ai pas eu l'impression d'avoir été limitée en termes d'évolution par le fait que j'étais une femme. Donc, ça vient un peu contredire ce qui vient de se dire juste avant, mais je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est plus une question, la question de l'entrepreneuriat qui aujourd'hui pose problème. Quand on cherche des solutions, j'ai l'occasion, enfin j'ai en tête pas mal d'exemples de femmes entrepreneuses dans le monde des technologies. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres qui sont donnés, il y a encore très peu de femmes dans l'entrepreneuriat et peut-être encore plus dans l'entrepreneuriat dans le monde du numérique. Franchement, Frédéric, je n'ai pas de... peut-être que Science Factor est un bon exemple. Le fait de montrer à tout ce public de jeunes que les femmes peuvent entreprendre, qu'elles peuvent se confronter ou en tout cas utiliser le domaine du numérique dans le cadre de leur
de leur entreprise. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir la mission. Quelle mission on se donne? Et aujourd'hui, le numérique est un outil pour atteindre est un moyen d'atteindre pas mal d'objectifs et de mettre en œuvre ces missions. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut. C'est plus ce discours-là qu'il faut avoir auprès des femmes. L'intérêt, c'est pas vraiment de vous dire allez dans le monde de la technologie, allez dans le monde du numérique, mais oser entreprendre et ensuite on verra quels moyens on utilise. Alors, merci beaucoup. Et alors, sur la notion de sens donc, que vous avez développée, est très intéressante. Simplement pour information, ça me fait penser au manifeste des étudiants des grandes écoles qui interrogeaient leurs futurs employeurs sur l'écologie, et notamment nous, au niveau du numérique, ça nous a fortement interpellés, parce que si maintenant, tout d'un coup, effectivement, les étudiants, je le dis de manière ironique, hein, bien évidemment, se mettaient à regarder une entreprise d'un point de vue écologique pour savoir si on allait effectivement aller dans cette entreprise, une grande entreprise en l'occurrence, par exemple, ou une petite, d'accord. On s'est aperçu que la notion de sens dans les étudiants aujourd'hui prenait tout son sens, enfin devenait extrêmement importante. Donc on ne peut qu'espérer que ça aille dans le bon sens, effectivement que ça aille dans le bon sens si cette nouvelle génération prend de manière aussi forte l'importance du mot sens véritablement pour choisir son futur. Abonder dans votre sens, Frédéric, parce que alors nous on est une toute petite équipe au sein du potager d'à côté, ce ne sont que des femmes. Et je peux vous dire que les femmes, les personnes qui ont choisi le potager d'à côté, ont choisi le potager d'à côté par rapport à leur mission et ont choisi le potager d'à côté avec peut-être des avantages moindres par rapport à d'autres entreprises ou d'autres structures qui leur proposaient de meilleurs avantages. Hein. Clairement, elles ont fait ce choix par rapport à la mission et par rapport au sens qu'avait le travail qu'on leur proposait au sein du potager d'à côté et les responsabilités qu'ils allaient pouvoir avoir, le type de management, etc. Ouais, complètement, c'est… Donc on peut espérer un futur beaucoup plus… exactement. Bon, écoutez, c'était une séance de webinaire absolument passionnante. En tout cas, personnellement, je n'ai pas vu le temps passer. Nous avons débordé de 30 minutes par rapport au temps promis au départ. En tout cas, c'était avec un contenu qui méritait d'avoir un temps pour pouvoir être partagé. Je vous remercie à tous pour votre présence, pour tout ce que vous avez apporté. Je partage ce message de remerciement avec Frédéric. Là, je vais passer la parole à Frédéric, bien sûr. N'hésitez pas à suivre les actualités de G9+, non seulement par rapport à nos conférences, mais aussi par rapport à nos engagements, les actions que nous menons. Rendez-vous sur le site de G9+, pour toutes ces informations-là, également sur LinkedIn ou tous les autres réseaux sociaux. Et donc, je vous souhaite une bonne soirée pour ma part. Frédéric, je t'en prie. Merci Sarah. Écoutez, moi en fait, je m'étais promis de vous poser plein de questions à la fin, mais je me suis permis de vous interrompre après. Il me reste quand même une dernière question qui me taraude. Alors, je sais qu'il y a encore une dernière question et je ne sais pas si on y répondra aujourd'hui, mais quand on parle effectivement de la formation des femmes, très naturellement, dans les discours, on entend plutôt femmes jeunes, les jeunes qui viennent, les jeunes étudiantes, etc. Je vous vois réagir, Marine. D'accord. Je vous vois réagir. J'aimerais bien aussi que quelque part on parle aussi des formations continues, des reconversions. Alors merci beaucoup Virginie, à part que là la reconversion est dans l'autre sens, mais c'est très bien, hein, c'est absolument pas une critique de ma part et je pense qu'effectivement ce serait intéressant. Au G9+, on a monté avec le cycle RH justement une session sur les reconversions et on avait par exemple le témoignage d'une personne qui passait du marketing vers le numérique et à 45 ans et donc avec toutes les difficultés qu'il a fallu qu'elle ait, dont la difficulté de l'âge vis-à-vis de ses propres condisciples quelque part, d'accord, qui étaient aussi certainement même plus jeunes qu'elle. Donc j'aimerais bien, alors on va pas y répondre aujourd'hui, néanmoins si vous avez une réaction, ça m'intéresse, mais je crois que c'est un sujet effectivement aussi à aborder. Nous on l'a abordé dans le cycle RH du G9+, sous l'angle reconversion, mais je pense que si on fait reconversion des femmes, parce que quelque part, comme je l'ai écrit dans
le chat. Si on part du principe que l'économie numérique représente 6% du PIB, que c'est un moteur de croissance pour l'économie et que pourquoi se priver de 50% des talents quelque part. Et dans ces 50% de talents, il y a aussi effectivement, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi effectivement des seniors qui veulent se reconvertir. Donc ma question, c'est comment intégrer ce message aussi, ce fait aussi dans les différents messages que l'on entend. Marine, Virginie, Samia, si vous voulez réagir. Je me permets de commencer, mais rapidement, peut-être pour pas trop étaler dans le temps, mais je dirais qu'effectivement, ça fait partie de la politique de formation continue de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, quand je vais lancer une initiative de formation ou d'information sur la tech, je vais l'ouvrir à tous par définition. C'est-à-dire que dans le format, dans le contenu et dans l'outil de formation, je vais m'assurer que tout le monde puisse le faire, que ce soit nos jeunes collaborateurs alternants stagiaires, que ce soit les personnes qui sont là depuis très longtemps et qui ont envie de se familiariser. C'était l'exemple que je voulais montrer avec Udacity, c'est que là, pour la première fois, on avait une formation qui est faite à son rythme. On peut le faire pendant le temps de travail parce qu'on permet de le faire à 50% sur le temps de travail. On peut le faire à d'autres moments en fonction de ses enjeux personnels ou professionnels. Et là, on a un moment où on propose du coup un contenu techniquement professionnalisant. Donc, je termine mon anneau degré Udacity, j'ai des compétences en Product Manager Intelligence Artificielle, j'ai des compétences en data visualisation. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il faut aussi proposer des contenus et des formats de formation en tant qu'entreprise, dans le cadre du plan de développement des compétences, qui soient proposés et accessibles à tous, je dirais. Virginie, une remarque par rapport à à mon questionnement. Alors, je sais que vous êtes dans l'autre sens, vous, mais… Alors, je suis dans l'autre sens, mais il y a 2 jours, j'ai participé à une conférence, la Food Tech. Donc, voilà, je suis quand même dans le monde du numérique parce que j'utilise un outil numérique. Donc, c'est une reconversion. J'ai quitté un géant du numérique, certes, mais aujourd'hui, on l'utilise dans le cadre de notre mission. Voilà, donc c'est une reconversion. Parce que quand j'explique que j'ai quitté Microsoft pour créer le potager d'à côté, est-ce que le potager d'à côté, qui touche au domaine agricole, oui, clairement, dans la mission, on n'est plus du tout dans le domaine pur technologique. Voilà. Donc, et je voulais juste préciser qu'on est quand même un acteur de la tech. Et ça, c'est en fait, voilà, là, on est en train de l'observer, c'est que parce qu'on est le potager d'à côté et qu'on l'utilise, la technologie, et qu'on n'est pas une innovation technologique, etc., on a tendance à nous faire sortir de ce monde-là, alors que dans certains cas, on nous associe à la tech uniquement. On est une toute petite entreprise. Si la question c'était de comment intégrer, voilà, ce que disait Marine dans ces exemples. Une simple réaction, parce que le sujet est très vaste, donc. Le principal, c'est de laisser. Moi, je pense que quand même l'ouverture, elle est importante et l'équité est un vrai sujet dans le monde du digital parce qu'on est sous-représenté, mais je ne vais pas moi-même faire de la discrimination auprès de mes des différentes ressources. En tout cas, je crois que l'agriculture est le domaine qui utilise énormément le numérique. Alors, ça dépend. Dans le maraîchage… mais on va pas lancer un débat. On va pas lancer un débat. Voilà, ça dépend vraiment des domaines. Voilà, dans le maraîchage, on l'utilise pas forcément. Après, il y a vraiment plusieurs filières dans l'agriculture. Non, mais Agritech, un prochain sujet. Voilà, exactement. Absolument. Merci à tous. Merci. Désolée pour ce retard. Bonne soirée et à très bientôt.